Putain, mais je vais me faire démonter si je dis des trucs comme ça. J'ai reçu énormément de messages, ce moment à Bollard pour terminer. T'avais essayé aussi l'hypnose ? Ouais. Ok. Non, je pense que quand t'es footballeur professionnel et que t'as eu ma carrière, je pense que en termes de médecine, t'es vraiment pas mal. Je suis allé dans le parcage avec les Lensois à Arsenal. C'était magnifique. Ton stade détesté ? Niort. Alors là, tu sais pas que je suis supporter des Chamois niortais, c'est pour ça que tu dis ça. On va profiter de ta présence, Jimmy, pour bien revenir évidemment sur ta carrière, sur tes transferts aussi, tes souvenirs. Mais d'abord, on a envie de rappeler à ceux qui nous regardent aussi, tout simplement, mais pourquoi tu as décidé il y a quelques semaines, quelques jours, de mettre un terme à ta carrière sportive. C'est donc la conséquence de cette fameuse blessure d'octobre 2022 au genou, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comme j'avais déjà pu l'évoquer, il y a eu ces croisés. Forcément, c'est la blessure impactante et c'est ce qui ressort, mais c'est surtout toutes les complications que j'ai eues derrière. J'avais déjà eu une opération du ménisque en début de carrière qui, je pense, me porte préjudice aujourd'hui, où là, il a été complètement retiré après cette opération des croisés. Derrière, j'ai eu mon cartilage qui s'est abîmé de plus en plus. Dans la rééducation, après mes retours, mes rechutes, enfin c'était pas vraiment des rechutes, mais j'avais des gonflements, j'ai une algoneurodystrophie qui s'est diagnostiquée, donc c'est pareil, c'est une espèce de réaction post-traumatique à l'opération des ligaments croisés. J'ai fait plusieurs lavages articulaires. Cet algo, j'ai vu un spécialiste qui me dit bon, tu risques d'en avoir pour de 6 mois à 1 an et demi, après 6 mois de rééducation des croisés, donc vraiment compliqué mentalement, vraiment beaucoup de travail. Malgré ça, je prends le temps. Il se passe 2 ans pour revenir de ça. Je refais une rééducation et là, voilà, je suis os sur os. C'est comme une espèce, comme j'avais pu l'évoquer, une arthrose en fait. Et en fait, je vois que au bout de 2, 3, 4 séances, avec l'intensité, je peux plus répéter les efforts parce que mon genou gonfle. Et à partir de là, c'est même pas une question de supporter la douleur. C'est juste que j'ai plus du tout de mobilité. Donc il y a eu des motifs d'espoir. J'avais pu refaire un groupe avec Franck Hayes fin de saison dernière. C'était plutôt positif. J'arrivais à enchaîner 1-2 semaines. Et puis là, sur cette préparation physique, j'ai vu qu'à chaque fois, le constat était le même. Très compliqué d'enchaîner. Et il y a eu ce parallèle avec la vie quotidienne qui était plus possible, où je pouvais marcher un peu trop sur une journée et avoir le genou gonflé le soir. Et vous comprenez bien que la comparaison entre une journée classique de la vie quotidienne et l'intensité que demande le football de haut niveau au quotidien pour jouer, il y a un gros écart à franchir et au bout d'un moment j'ai jugé que c'était plus possible, et pour le football et aussi pour ma vie quotidienne. Justement, dans ta vie de tous les jours, Jimmy, est-ce que tu es empêché ? Est-ce que tu es limité ? Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, je suis clairement limité dans ma pratique du sport, c'est-à-dire qu'au-delà de la pratique professionnelle, là je peux pas aller faire un petit foot avec des potes ou un autre sport. Même le vélo à haute intensité peut me faire gonfler le genou, donc c'est vous dire, même avec très peu d'impact. Donc j'ai une opération potentielle encore à pouvoir faire, une ostéotomie qui pourrait soulager en fait la surface d'entrechoc de mes os et qui pourrait me permettre d'être un peu tranquille sur 20-30 ans et pouvoir avoir une vie plus agréable et en tout cas pouvoir pratiquer du sport au quotidien. Ça se fait en France ce genre d'opération? Parce que pour tout te dire, je me suis fait aussi 2 fois les croisés, donc j'ai étudié un peu le problème au niveau de l'arthrose, des frottements. Il paraît qu'on peut mettre maintenant du liquide dans le genou pour justement huiler un petit peu et remplacer les ménisques. Ouais. Mais pas fort. C'est vrai que c'est la seule chose que j'ai pas mentionnée, mais moi j'ai fait au niveau de ces infiltrations-là, donc j'ai fait des ponctions pour retirer le liquide trop important qui se créait, et à chaque fois j'ai fait des infiltrations, donc plus ou moins violentes, parce que de souvenir, c'est l'hexatrione, donc c'est l'anti-inflammatoire le plus fort, je crois, qui est possible de faire sur le genou, donc je l'ai fait. Et voilà, sur du long terme, en tout cas, ça a pas modifié mes symptômes. Donc je l'ai fait. Moi, je l'ai fait aussi. C'est des choses qui sont tout à fait faisables. Je les ai fait en France. Et là, pareil pour l'ostéotomie. L'ostéotomie, le problème, c'est que ça te change carrément l'axe de ta jambe. Donc il y a une rééducation vraiment particulière à faire. Et la reprise du haut niveau est quasiment impossible. Bon, Daniel nous dit sur le chat, j'ai pareil, une algodystrophie et j'ai fait de l'hypnose. Moi qui ne croyais pas, ça a marché. Bon, tu avais essayé aussi l'hypnose ?
Ouais. Ok. Non, je suis aussi sceptique que toi, mais bon, tu vois, voilà. On prend tous les conseils. Dans l'hypnose. Alors moi déjà, je crois que l'hypnose, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Qui sont plus ou moins réceptifs. Ouais, moi déjà, je crois pas être ce profil-là. et ensuite, pourquoi pas? C'est sûr que y a plein de choses qui peuvent se faire. J'ai vu que on m'a parlé d'une prise de cartilage dans l'oreille qu'on pourrait mettre. Enfin, après, on peut tout entendre, mais je pense que voilà, j'étais pas à 2 doigts de pouvoir reprendre. Ça devenait vraiment trop impactant pour le reste de ma vie, je pense. Comment ça s'est fini avec le Racing Club de Lens, Jimmy? Est-ce qu'ils ont été réglo avec toi? Comment ça s'est terminé? Oui, très bien, très bien. Bah forcément, c'est particulier. Je vous dis, j'ai reçu tellement d'amour, même des supporters. Moi, je me suis fait des amis vraiment très proches au club, dans l'administration. J'ai un lien particulier parce que j'ai fait tellement peu de matchs finalement et ils m'ont tellement donné malgré tout. J'ai signé 4 ans dans ce club, j'ai fait une dizaine de matchs. Alors je m'arrête au bout de 2 ans et demi, mais voilà, tout s'est bien passé. On a eu de bons contacts, une bonne relation. On a fait au mieux pour que tout s'arrête du mieux possible et en amont pour que tout continue. Mais malheureusement, voilà, j'ai dû faire ce choix, mais tout s'est bien passé. Et cette conclusion, c'est cet hommage à Bollaert avec ma fille en bord de terrain. C'était vraiment un moment très particulier pour moi que j'oublierai jamais. Arthur. Oui, j'ai une petite question pour toi, Jimmy. On dit souvent dans les gros clubs que la gestion des anciens, entre guillemets, de ceux qui sont passés par le club, qui ont eu un passage important par le club, sont parfois un peu mis de côté. Est-ce que déjà, ils t'ont convié à des événements, à des matchs? Comment ça se passe? Et est-ce qu'ils t'avaient proposé de rester au club, tout simplement, de travailler pour eux? Alors juridiquement déjà il y avait juridiquement dans ma situation, vu que c'est un accident de travail qui fait que je ne peux pas reprendre ma pratique du football, ils avaient déjà un peu une obligation de me proposer une reconversion, une réinsertion on appelle ça. Donc voilà, ça a été fait. Moi après donc voilà, on a discuté, on a eu des échanges. Moi j'ai jugé que avec plein de paramètres, le pour et le contre, j'ai aussi une gestion. Moi vous savez, je suis pas forcément du Nord, donc il y avait pas mal de paramètres à prendre en compte. J'ai pas accepté cette proposition, mais on a dit qu'il y aurait. On peut savoir ce qu'ils t'avaient proposé? Oui, bien sûr. Bah, c'était pas vraiment clair. C'était pour. Fallait qu'on échange dessus parce que moi, forcément, il y avait des diplômes à passer, peu importe ce qu'ils me proposaient au final. Donc c'est pour ça que c'était vraiment beaucoup plus un échange sur du relationnel. Par exemple, peu importe les diplômes que j'allais passer, de pouvoir faire des stages et de pouvoir être présent sur les terrains au club. Donc ça, je pense que la porte sera jamais fermée. Et puis là, c'était on parlait du recrutement, ou pourquoi pas éducateur. Je vous dis, il n'y avait pas vraiment de. On a échangé en toute bienveillance et transparence. Il n'y avait pas de trucs noir sur blanc. On a de très bons contacts. Et par rapport à la question initiale, pour les événements et les échanges futurs, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, à cause de cette perte de licence, parce que j'ai vu un médecin du travail, etc., je suis pas censé pouvoir faire du football en fait. Donc même sur des événements futurs, je pense que ce sera pas facile à réaliser. Et puis à côté de ça, je suis pas du tout un ancien du club. Faut être honnête. Alors je prends tout l'amour que j'ai à prendre et j'aurai toujours un regard particulier, une affection particulière pour le club. Mais j'ai fait très peu de temps au club finalement. J'ai fait 2 ans et 1 an 3/4 blessé quoi. Donc voilà, j'ai de très bons contacts. Si je suis invité, peu importe où, à Bollaert et en salon comme j'ai toujours fait, je viendrai avec joie. Mais on verra par la suite. Ouais. 11 matchs très exactement avec le Racing. On remercie Arthur Perrault. Merci Arthur. Salut messieurs, salut Arthur. Merci pour les infos, les infos mercato. On suit tout ça évidemment sur rmcsport.fr. On se voit vite. Allez, merci Arthur et bon voyage au Qatar pour le trophée des champions évidemment. J'avais juste une question pour Jimmy aussi, Jérôme, parce que la question me venait, mais il y a Seven Years Ago qui en parle aussi dans le chat. Pourquoi tu te reconvertis pas en recruteur pour le Racing Club de Lens ou pour un autre club d'ailleurs? Est-ce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser? Non, bien sûr, tout peut m'intéresser dans le football. Je suis vraiment un passionné, je suis ça de près, je vous suis, je suis un peu tout ce qui se passe. Maintenant, il y a aussi des choses, je peux pas
tout parlé. Moi, j'ai aussi une vie privée qui a pas forcément été évidente. Et en fait, la volatilité du poste au premier abord, là, après cet arrêt, n'est pas forcément ce qui peut me correspondre le plus. Moi, j'ai la famille dans une autre région et je vais rester ici pour l'instant, mais voilà, j'ai des choses à gérer aussi en dehors qui n'allaient pas forcément avec toute la volatilité du poste. Mais c'est quelque chose qui aurait très bien pu me convenir et qui m'intéressait. C'est pour ça qu'on a eu pas mal d'échanges et voilà, j'avais à cœur de pouvoir continuer au club, mais il fallait aussi prendre plein de paramètres en compte et j'espère pourquoi pas revenir dans un avenir prochain. En tout cas, c'était ma décision aujourd'hui. Après, depuis tout à l'heure, tu nous parles de termes médicaux. Peut-être que tu peux te reconvertir dans le médical aussi, non? Tu nous as donné les termes médicaux là. Quand tu es footballeur professionnel et que tu as eu ma carrière, je pense qu'en termes de médecine, tu es vraiment pas mal. Tu peux entrer direct en 3e année, je pense, là. Ah, je sais pas, ce serait peut-être faire injure à ceux qui ont fait 3 années de médecine, mais je pense que vraiment, en termes de semaines de stage, je suis vraiment très calé. On va parler de ton avenir dans un instant, Jimmy, mais avant de parler de ça, moi, je voulais d'abord savoir comment, depuis octobre 2022, donc tu n'as pas joué au foot, comment tu as vécu cette période, et puis, est-ce que tu as bénéficié au sein du club d'un accompagnement, comment étaient tes relations avec tes coéquipiers, parce que tu es proche de certains d'entre eux, je crois d'Adrien Thomasson, notamment dans le vestiaire. Ouais, bien sûr. Ça a été très compliqué. J'ai eu pas mal de problèmes à gérer. Ça m'a un peu mis de côté au départ parce que voilà, t'es pas sur le terrain avec les gars. Je revenais déjà de blessure quand j'ai signé à Lens, donc j'ai eu pas mal de phases de rééducation, de phases où t'es un peu plus en lien avec les kinés. Faut savoir que de base, moi, au-delà d'être très professionnel, c'est-à-dire que voilà, j'ai mes routines et j'aime bien être très rigoureux. Je suis un passionné de foot. Alors quand je suis pas sur le terrain, ma gestion en général, même du relationnel, est très compliquée. Et je sais que j'ai été un profil à gérer. Je suis un gros râleur. J'ai eu des tensions avec les kinés. Voilà, ça a été très long pour moi. Je me suis battu, mais voilà, la finalité est comme ça. Je garde de très bons liens à l'intérieur du club. C'est ce qui fait ma personnalité, mais ça a été long, que vous dire. J'ai passé 2 ans en salle. Je pense à Vulcaire aussi, ancien gardien qui est retourné au pays, qui a eu peut-être pire que moi et qui était complètement, qui a eu un mental extraordinaire et qui est revenu sur le terrain. Ça m'a beaucoup aidé aussi au départ. Et puis, comment il s'appelle, tu dis? C'est Vulcaire, j'ai justement l'habitude de l'appeler comme ça, je sais plus, l'ancien gardien du club qui est retourné en Amérique du Sud, qui était au club avant, qui est un gros talent du club, mais du coup qui n'a pas pu reprolonger son contrat avec toutes les péripéties qu'il a eues, mais il avait vraiment eu une grave blessure. C'était Ouais, Farinez, voilà, j'arrivais plus à retrouver le nom. Lui, c'était terrible, sa cheville pendait, quoi. Il marchait avec la cheville, il a eu un gros problème de nerfs, en fait. Donc, il n'y avait plus les liens cognitifs avec sa cheville. C'était vraiment... quand t'arrivais avec lui en salle, moi, je me disais que, c'était du pipi de chat à côté de ça. Donc, ça m'a aussi donné de la force. On a beaucoup travaillé ensemble. Et après, forcément, t'es quand même à côté du groupe, t'es pas sur le terrain. Je me souviens que la première année... quand pendant 2 ans tu dis aux gens qui viennent te voir avec toute la ferveur qu'il y a à Bollaert et tout l'amour qu'ils donnent, tu dis j'ai pas de date à vous dire, je sais pas quand je vais reprendre, là j'ai de l'espoir, là j'en ai moins, parfois c'est pas que tu mens mais t'as pas de réponse à donner, c'est vraiment un poids. Rien que là la communication que j'ai faite, ça m'a libéré d'un poids de pouvoir dire aux gens voilà, certes je suis désolé, certes je vais pas pouvoir continuer, mais je peux vous dire où j'en suis et penser à la suite et tout ça. À un moment, c'était même dur d'aller à Bollaert, de voir les gars, parce que je suis pas un supporter ou un fan de base. J'aime être sur le terrain, et j'ai vraiment traversé des phases compliquées. Ouais. Et on a regardé d'ailleurs, Jimmy, avec Joris, on a regardé, il y a beaucoup de joueurs qui ont été contraints d'arrêter leur carrière plus tôt que prévu. On a dressé une petite liste, on va regarder ça ensemble. Ouais, j'ai dressé une liste des joueurs qui avaient arrêté leur carrière. Alors toi, tu as arrêté donc cette saison à 30 ans, si je me trompe pas. Et donc tu as une belle liste quand même. Hein. Donc tu as pour des blessures Gary Boccali, le plus récent en Ligue 1, qui a arrêté pour des blessures à 29 ans, lui.
Didier Deschamps aussi avait arrêté pour des blessures à 32 ans, donc c'était un petit peu plus vieux que toi. Et il y avait Adriano aussi, le Brésilien, qui avait arrêté avec et de l'Inter, qui avait 32 ans aussi, qui avait arrêté à cause de blessures. Et puis je me suis aussi amusé à regarder d'autres joueurs qui avaient arrêté, mais pour d'autres raisons. Il y avait Georges Best notamment qui avait arrêté, qui avait jamais trop dit pourquoi il avait arrêté, mais c'était, en tout cas, il a trop fait la fête. Ouais, c'est sûrement pour ça. Il y avait eu Eric Cantona. Alors lui, Eric Cantona, il voulait partir, mais juste parce qu'il était au sommet, il voulait partir au sommet. Voilà. Il a arrêté à 30 ans comme toi. Et il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, d'Hidetoshi Nakata, certainement l'un des meilleurs joueurs asiatiques, japonais de l'histoire. Lui, à 29 ans, il avait plus envie de jouer au foot. Il était dégoûté par le foot et il avait plus envie de jouer. Et j'ai un dernier exemple, c'était Pablo Osvaldo. C'était un ancien joueur de la Roma. Il a arrêté à 30 ans pour se consacrer à la musique. Et du coup, j'ai regardé s'il avait du succès dans la musique. Et bah ouais, il a joué à Broadway il y a pas longtemps, il y a un an ou un an et demi. Donc voilà, il y a plusieurs petites histoires comme ça de joueurs qui ont arrêté tôt. Et donc je te souhaite une reconversion aussi réussie que celle de Pablo Osvaldo, Jimmy, en tout cas. Et toi, Jimmy, du coup, tu as eu le temps d'y penser, j'imagine, à réfléchir à la suite. Ça s'est imposé à toi au fil du temps aussi. Comment s'est nouée cette réflexion ? Bah ouais, forcément, j'ai eu du temps pour y penser. Après, le premier objectif, c'était de revenir sur le terrain. Donc, j'avais pas non plus envie de me faire des grandes thèses sur ce que je ferais après. Enfin voilà, j'y réfléchis bien sûr, j'y pense. Je sais à quel point la reconversion, mais pour tous les joueurs, est un tournant et un passage très important et délicat. Mais ma principale concentration, c'était de revenir sur le terrain. Alors là, j'allais à la salle tous les jours. Comment soulager mon genou, comment revenir. Et là maintenant, voilà, j'ai pas envie de me fermer de porte. Je suis passionné par le jeu, par le football, par le sport en général. Je passe des diplômes de mon côté, je prends le temps de voir les opportunités que je peux avoir. Et puis voilà, ça se précisera avec le temps. Quel diplôme tu passes là, Jimmy, en ce moment ? Là, je fais juste un master en management de sport. Parce que voilà, rien que pour me remettre déjà dans la scolarité de manière générale, parce que j'ai arrêté bientôt, j'ai jugé que c'était important pour se remettre dans le bain. Et puis après, je ferai des choses un peu plus précises, peut-être éducateur et autres, pour voilà, avoir différentes branches, différentes cordes à mon arc. Et puis voilà, on verra aussi après avec les contacts ce à quoi je peux aspirer. Et on me dit que tu es très branché réseaux sociaux et Twitch notamment. Ça veut dire que tu as des projets pour nous concurrencer, pour concurrencer RMC Mercato ? Non, pas pour concurrencer, je m'inspire. Ou venir sur RMC Mercato. Consultant. Ouais, bien sûr, pourquoi pas, ça me ferait avec joie. Mais c'est sûr que c'est des choses que j'aime beaucoup. En fait, il y a mon lien aussi un peu avec tout ce côté un peu Twitch, réseaux sociaux, je l'ai aussi pas mal découvert avec le poker. Alors je vais pas en faire la promo ici, mais c'est vrai que c'est une passion et ils ont un peu plus l'habitude de promouvoir ça par ces réseaux et moi j'aime bien ça. Et en fait avec ma connaissance aussi et ma pratique du sport, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant d'allier. Donc on verra par la suite. Là c'est vrai que je me suis fait un petit setup, pourquoi pas parler de sport sur ma chaîne. On verra à l'avenir, il y a rien de fait là, donc je vais pas trop en faire, mais ouais, c'est des petites choses que j'ai en tête et que j'aimerais bien approfondir. Bon, tu nous donnes tes identifiants, comme ça on va pouvoir les mettre dans le chat pour te pousser un peu sur Twitch, Jimmy. Comme a dit le Rami, ouais. Merci. Excellent. Tu as une autre passion aussi, Jimmy, puisque pour ceux qui ne le savent pas, tu as beaucoup parlé de ta région d'origine, c'est la Savoie. D'accord, on est d'accord, tu es donc un montagnard. Je crois que c'est le ski, ton autre passion. Ouais, le ski. Ouais, pardon. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, le ski, j'allais dire que j'ai pas eu le choix. Hein. On m'a foutu sur des skis, c'était les sorties scolaires, moi, chez moi. Donc forcément, on est bon au ski en Savoie. Mais j'adore ça. Hein. J'ai de la famille en station et c'est toujours un plaisir d'y retourner. Et tu peux, du coup, pratiquer cette passion-là ? Tu peux en faire encore ? Ah bah là, je pouvais déjà pas en carrière, mais là, vous comprenez bien, là déjà ça me titillait, je suis rentré à Noël, j'ai fait skier ma fille là, qui a 2 ans et demi, j'avais trop envie de mettre les skis, mais là pour moi ce serait vraiment passage. J'ai patiné 20 minutes, là j'étais pas très bien déjà, donc on va
je vais m'occuper de moi, peut-être faire cette opération qui est primordiale pour être un peu plus serein sur le long terme de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'à terme, je retournerai sur les pistes. Ouais, et on va dire les choses. Ok, dans vos contrats de travail, les footballeurs, vous n'avez pas le droit de faire de ski. Mais quand on aime le ski comme toi, tu peux nous le dire maintenant que tu as fait du ski pendant ta carrière. Eh ben, je vous promets que j'ai coupé jusqu'à il y a... J'ai ramené des potes de Lorient, Quentin Lecueche et Maxime Etouin qui étaient avec moi à Lorient. Je les ai ramenés il y a 4-5 ans. Et c'est la première fois que je skiais depuis mes 14 ans. Ah ouais. Donc j'avais vraiment coupé pendant 10 ans du coup. J'ai reskié un peu sur 2 jours à Noël il y a 4-5 ans du coup. Et là je suis toujours pas remonté sur des skis. Donc non, moi j'avais été plutôt rigoureux sur ça. Bravo parce que quand on aime ça, c'est compliqué de s'en priver évidemment. Après, quand t'es une semaine sur 2 sur l'étape de soins, t'essaies d'éviter les choses comme ça, quoi. Moi, j'avais juste une question aussi parce que c'est un sujet que j'aime bien et maintenant que t'es en fin de carrière, j'aimerais poser la question parce que tu sais, t'as 2 types de footballeurs. Quel rapport ils ont avec le foot et toi, quel rapport tu as avec le foot? Il y en a qui regardent pas du tout, qui vont juste sur le terrain, qui jouent, qui rentrent chez eux et qui parlent plus jamais de foot. Et il y a ceux qui regardent beaucoup. Quel genre de consommateur de foot tu es, toi? Alors moi, à la base, j'ai vraiment un joueur de football. C'est-à-dire que quand j'étais petit, aux récréations, après l'école, etc., je jouais vraiment tout le temps. Dès qu'il y avait un petit stage à faire, j'allais à Saint-Étienne, à Lyon, faire des levées de rideau, faire les stages d'été. Donc pour commencer, j'étais ce genre de profil, vraiment passionné par le jeu et jouer, surtout, plus que de le regarder. Après, par la suite, forcément, par connaissance du milieu et parce que c'était aussi important de s'intéresser à la ligue dans laquelle j'évoluais, je me suis mis à regarder les matchs et j'ai énormément regardé de matchs. Et je crois que ma période où j'ai moins regardé, c'était genre là, ma première année de blessure à Lens, où j'avais vraiment du mal à tout regarder sans pouvoir participer. Mais sinon, de manière générale, je vous dis, j'ai regardé le Barça, je suis un peu un pro Barça, donc je crois que j'ai pas raté un match du Barça le dimanche soir pendant 20 ans. Je regarde beaucoup la Ligue 1, j'en parle avec les amis. Donc non, je suis un passionné de football, Première Ligue aussi. Il y a plus des championnats qu'on a un peu plus de mal à regarder parfois, mais en tout cas sur ceux que je viens de vous citer, oui, je regarde ça de très près. Et au cas où, et on te le souhaite, ton genou aille mieux, tu te verrais quand même rejouer en amateur ou pas du tout? Ou le foot c'est derrière toi? Je crois que j'ai même plus l'autorisation de reprendre une licence en fait. Ah ouais? Peu importe ma situation. Ouais, avec la perte de licence que je fais, je suis pas censé pouvoir reprendre une licence. D'accord. Après, jouer avec des amis au quotidien, c'est évidemment ce que j'aimerais, ce qui arrivera par la suite. Jimmy, on va parler de tes anecdotes de transfert, de tes souvenirs, mais d'abord on va faire le petit quiz de RMC Mercato. C'est très simple, je te pose une question et tu me fais une réponse en un mot ou une phrase. T'es prêt? Allez. Jimmy, le joueur le plus fort avec lequel tu as joué? Benjamin Nivet. Pourquoi? Vous l'attendiez pas celui-là? Ah non. Non, en fait, j'ai envie de le citer pour la classe qu'il a, la technique, le timing de la passe. Je trouve que c'est un joueur, alors même s'il a brillé très tard, enfin, c'est ce que j'ai l'impression, moi, parce que je l'ai découvert en fait à 36 ans, quoi. J'ai joué avec lui, il avait 36 ans. Donc ça paraît fou de citer Benjamin Nivet. J'ai joué avec des très bons joueurs. Voilà, on parlait de Seko Fofana, Loïs Openda, Raphaël Guerreiro à Lorient, très très fort. Mais Benjamin Nivet, ouais, pour ce qu'il renvoie dans un vestiaire, sa classe et sa technique, qui est vraiment, c'est vraiment la définition de la technique pour moi. Le joueur le plus fort contre lequel tu as joué? Neymar. Pas de rien à ajouter. Le joueur le plus sous-coté? Avec qui j'ai joué? Ouais. Ou je pense avec qui j'ai joué? C'est dur. Sous-coté. Et si tu trouves pas avec toi, c'est peut-être. Kevin Danso, mais il a une bonne cote maintenant. Mais je trouvais déjà il y a 2-3 ans qu'il était sous-coté. Le joueur le plus surcoté? Question piège. C'est surcoté. Il y en a un que je trouvais surcoté, mais il a retrouvé sa place. Du coup, il est plus surcoté.
Et tu peux nous le dire. J'ai le droit de dire des noms là-dessus. Bien sûr. Qui est surcoté? Non, moi j'ai fait des clubs où il fait bon vivre, où on s'entend bien. Il n'y avait pas ce genre de jeu-là. T'es sûr? Tu veux pas nous le dire? Franchement, j'ai pas un nom qui me vient. Je suis désolé, j'ai pas un nom qui me vient surcoté. Ça peut être le joueur le plus surcoté, même avec qui tu n'as pas joué. Hein, c'est pas grave. Hein, ça peut être dans le foot français, par exemple. Qui est surcoté? Je suis en galère, je suis désolé. Allez, on passe. Le joueur le plus fou avec qui tu as joué? Le plus fou dans quel sens? Sofiane Bouffal, complètement fou. Pourquoi? Dans son un petit côté individualiste, il fait son truc, peu importe ce qu'il y a autour, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est un dingue. Le meilleur entraîneur, celui que tu as côtoyé? C'est Franck Hayes ou Jean-Marc Furlan. Moi, Jean-Marc Furlan, en fait, j'ai une affection particulière parce que j'ai découvert vraiment les codes offensifs et je le trouvais vraiment très fort là-dessus quand j'ai découvert le monde pro. Le moins bon entraîneur? C'est dur de faire ça. Casoni. Pourquoi? Moi je l'ai eu à 21 ans, il m'a pris dans le bureau, il m'a dit offensivement j'ai rien à t'apprendre, bon voilà, c'est clair. Ton stade préféré? Mon stade préféré sur ceux que j'ai fait en Bollaert, pas en tant que, où moi j'ai kiffé jouer ou en général, ouais. Non, que tu as kiffé en tant que joueur, bien sûr, ouais. Ouais, Bollaert, Vélodrome. Ton stade détesté? Niort. Alors là, tu sais pas, je suis supporter des Chamois niortais, c'est pour ça que tu dis ça. C'est la pire réponse que tu pouvais apporter. Je te jure que je savais pas. Non, bah oui, je sais que Imagine cette piste autour du terrain. Déjà, dès qu'il y a la piste autour du terrain, moi déjà, ça c'est pas possible déjà. Non mais je te rassure, c'est un enfer pour les supporters aussi, il y a pas de souci. Je le prends pas personnellement. Évidemment, c'est pour ça que je le dis très calmement. Juste tout mon amour au Niortais. Juste, on parle de Kakuta dans le chat aussi au niveau des bons joueurs avec qui t'as joué. T'en pensais quoi de Kakuta, parce qu'il a eu une carrière assez atypique aussi lui. Ouais, non, très très fort. J'aurais pu le mettre dans mes tops, effectivement, mais il y a des joueurs un peu plus relevés pour moi, genre Rafael Guerreiro, c'était au-dessus du lot, Bayern derrière, très très fort. J'ai joué avec des... Kakuta, il m'a dit, ouais, des Matteo Guendouzi, Enzo Lefebvre, c'était au-dessus de la moyenne. Et ils ont la carrière qui mérite, je pense. Openda, c'était aussi au-dessus, mais Kakuta, talent incroyable aussi. À l'entraînement, c'est stratosphérique. Bon, est-ce que tu as réussi à récupérer le nom du joueur le plus surcoté avec lequel tu as joué ou que tu as affronté? Il va pas te lâcher avec ça. Bon alors garde-le pour la fin de l'émission. Voilà, c'est la fin de ce quiz. On va dérouler le reste de ta carrière en transfert parce qu'on est dans RMC Mercato évidemment. Ton premier contrat professionnel, donc Jimmy, c'est avec l'Estac. Quel souvenir tu en gardes? Comment ça se passe? Comment on signe son premier contrat professionnel? Par quel sentiment on passe et comment ça se déroule les négos? J'ai dû aller le chercher, pour connaître un peu la dynamique, etc. Maintenant, il y a des joueurs qui signent pro très très jeunes sans avoir rien fait. Moi, j'ai dû mettre mes buts, j'ai dû y aller, j'ai signé à 19 ans. J'ai fait une très grosse année en Coupe de la Ligue à l'époque. J'avais mis mes buts en championnat. Il y avait mon compère Corentin Jean qui avait signé pro devant un peu avant. Et puis l'année où je signe, je pense que c'est l'année qui précède notre titre en Ligue 2. Et cette année-là, elle était exceptionnelle. On avait un groupe incroyable, mais vraiment, que ce soit en termes de cohésion et de qualité, de jeu. On a marché sur la Ligue 2 toute l'année. On a bien fêté ça en fin de saison et c'était une année extraordinaire. Il n'y a même pas eu tant de négociations. Parce que moi, à 19 ans, on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qu'il y a derrière. Quand tu as une proposition de contrat professionnel, tu y vas. J'étais très fier de signer ce contrat dans ce club où j'ai grandi.
et ça s'est fait naturellement. Excuse-moi, Jérôme, mais en fait, dans les centres de formation, chaque génération, tu as quand même peu de monde qui sort en pro. Vous avez quand même une très bonne génération, que ce soit la tienne ou celle d'en dessous, il y a eu quand même eu des super joueurs. Tu as quand même eu une très bonne équipe avec toi à 3, rien que déjà au centre de formation et par la suite aussi. Pas tant en centre de formation. Ah bon ? En centre de formation, j'ai évolué avec des bons joueurs, mais je me souviens il y a Salim Ossila, je crois, qui avait réussi à signer pro derrière à Auxerre, mais je pense pas que vous connaissiez. Et j'étais le seul de ma génération. Corentin Jean en 95, donc un an en dessous, a été le seul de sa génération. Derrière, il y a eu personne en 96, il y a eu Paul Bernardoni en 97, c'était le seul. Donc, en 96, il y a eu. En fait, il est directeur sportif de l'Estac, Jimmy. 96, il n'y a pas eu Grand Cyr. Il y a eu Grand Cyr en 96 aussi, je crois. Ouais, il y a eu Samuel Grand Cyr, ouais. Ouais, il y a eu Samuel Grand Cyr. Mais moi, en fait, c'est parce que quand tu as parlé de génération, moi, je sais que sur ma génération, il y a vraiment pas eu beaucoup de réussite. C'est plus à l'ancienne, avec des Sega Keita. Il y a eu Djibril Sidibé. La génération 92 a eu une belle génération, mais finalement, à part Djibril, il n'y a pas eu trop de carrière derrière. Et en fait, une fois que tu arrives en pro, bon, évidemment, tu es très content de signer ce contrat pro, mais vu que tu es dans le groupe, t'es avec tout le monde, c'est pas une consécration, quoi. Tu as envie de continuer à jouer, à mettre des buts, à avoir plus de temps de jeu. Moi, je me souviens, j'avais un peu cette image de Joker qui rentrait, qui faisait que dribbler, qui régalait un peu les supporters. Moi, je voulais avoir plus de temps de jeu. J'étais un peu un torturé, voire beaucoup. Donc ouais, c'est juste la suite logique pour moi à ce moment-là. Il y avait quoi comme clause dans ce premier contrat professionnel? Tu te souviens? Tu avais droit à quoi? Pour ceux qui connaissent pas, t'as un logement de fonction, une voiture, non, absolument pas, non. C'est mon agent qui me parlait de ça à l'époque. Je disais, ah bon, mais je peux demander ça, ok. Mais moi, je sais pas, écoute, essaie de négocier ce qui est bon pour moi, ce que tu penses qui est logique pour moi. Mais à aucun moment, j'ai eu une prétention salariale ou autre. C'était un contrat, j'avais un bon contrat parce que j'avais déjà quelques petits clubs sur moi, j'avais encore pas le nom derrière et j'avais évolué. Donc quand t'as pas le nom derrière, t'es 33 là, et que t'as l'occasion de déjà jouer, il y avait ce titre aussi qui nous faisait briller en plus de ça. Mais franchement, j'avais zéro clause. J'avais vraiment un contrat de base avec un bon salaire. J'étais content déjà, mais j'avais pas de trucs en plus. Ton premier transfert, c'est donc quand tu quittes Troyes pour Lorient, ça se passe en janvier 2016. Et là, c'est un peu différent parce qu'il y a Lille, il y a Lyon et il y a Saint-Étienne qui sont sur toi, si je ne me trompe pas à l'époque. Tu vas me contredire ou pas. Et comment ça se passe? Pourquoi tu choisis Lorient à ce moment-là? Mais là, encore une fois, tout se passe très vite. Troyes devait vendre à ce moment-là. Il y a Corentin Jean qui avait été vendu à Monaco, je crois, à l'intersaison d'avant. Il y a Paul Bernardoni qui sera vendu avec moi à Noël, ce mercato-là. Et moi, oui, il y a des clubs qui s'approchent, mais t'es pas forcément contacté directement. Je me rappelle qu'à l'époque, avec le président Daniel Mazzoni, ça pouvait changer de club tous les 2 jours. Je crois que, honnêtement, quand je signais à Lorient, je crois que 3 jours avant, je devais signer à Nantes, quoi. Après, Lorient, ça m'allait. C'est quand même ma décision parce que c'est un club qui, bon, c'est un peu bizarre de dire ça maintenant, mais c'est un club qui avait fait 10-15 ans en Ligue 1, avec des profils un peu comme moi. Il y avait une grosse culture du jeu. Donc j'étais très content de signer là-bas pour la cohérence de ma carrière. Bon, je pouvais pas anticiper que j'allais perdre au barrage l'année d'après contre Troyes, quoi. Ouais, c'est un peu ce côté. Est-ce que c'est pas un de tes plus mauvais souvenirs, ça, finalement, parce que tu retrouves l'Estac en barrage donc pour rester en Ligue 1, toi avec Lorient, et l'Estac est en Ligue 2 et veut monter en Ligue 1, ton ancien club, et vous perdez contre l'Estac et vous vous retrouvez relégué. Pire moment de ma carrière. Je signe 4 ans et demi à Lorient et je descends contre mon ancien club 1 an et demi après. Voilà. Et derrière, je retourne en Ligue 2. Ça a été très compliqué en plus, malgré des très bons groupes chaque année, de faire des différences, en tout cas collectivement, de remonter. Donc c'est sûr que c'est un tournant qui a été important dans ma carrière. J'aurais certainement pu me montrer beaucoup plus en Ligue 1. J'aurais pu être transféré aussi, mais j'ai pas eu, avec le contrat que j'avais signé, je me suis retrouvé un peu bloqué, tout en adorant mes moments passés à Lorient. Et comment ça se passe quand on quitte la Ligue 1 pour la Ligue 2? Est-ce que le contrat change du coup quand on est joueur de foot professionnel?
Ah bien sûr, moi j'ai fait diviser par 2 quand je suis descendu. Okay. Donc voilà. Ouais. Ça c'est dans la charte, c'est ça hein? C'est non en fait c'est je sais pas si c'est une charte. Je pense que tu peux pré-négocier ça. Mais quand je signe à Lorient, je pense que c'est très compliqué d'arriver dans un bureau et de mettre si tu descends en Ligue 2. Enfin voilà, je pense que tu y penses même pas. Enfin à ce moment-là, je me rappelle plus comment j'avais négocié mon contrat, mais c'est clair que à aucun moment j'avais stipulé en tout cas. Et si t'as rien mis, je pense que oui, forcément t'as une grosse perte de salaire. Je sais pas exactement la règle. Corentin, t'as eu Jimmy. Oui, parce que je vois Corentin Jean dans le chat, c'est pour ça, pardon. Corentin, Jimmy... c'est le copain. On rappelle que Corentin Jean, c'est ton pote. Hein. Oui, parce que je vois avec Corentin Jean dans le chat, ouais. Mon compère troyen. Jimmy, Michael Landreau, tu l'as eu comme coach à Lorient, c'est sa seule expérience sur un banc en pro, et j'aimerais savoir comment il était comme entraîneur, parce que c'est vrai que derrière, il a rien retrouvé au final. Bah forcément, je pense que ça lui fait pas 2 belles lignes là sur ces 2 années à Lorient, parce qu'il y avait un groupe extraordinaire, on avait un très bon groupe. Maintenant pour sa défense, il y avait énormément d'ego à gérer, des joueurs qui avaient la possibilité d'être en Ligue 1 et qui se retrouvaient un peu en Ligue 2 sans trop le vouloir ou avec certains états d'âme. Donc c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y avait eu ces histoires de loft sur la 2e année. Il a essayé de bouger des choses. C'est un mec qui arrivait avec beaucoup de bonnes énergies, avec le sourire, plutôt proche des joueurs. Mais lui et son staff, à ce moment-là, malgré encore une belle culture du jeu, on jouait bien au football. Il a essayé de mettre des choses en place. Mais ouais, en termes de gestion de groupe, je pense un peu plus sur l'humain. Je crois, de mon point de vue, qu'il n'a pas su motiver tout le monde, ou en tout cas amener ce groupe à son plein potentiel, ça c'est clair. On fait 2 années où on joue même pas les barrages en Ligue 2 quoi, avec le groupe qu'on avait. Ouais, c'est sûr que c'est pas les résultats qu'il espérait. Tu as un exemple justement pour nous raconter un peu cette vie de vestiaire avec Michael Landreau, où justement quand tu dis qu'il n'était pas capable d'amener tout le monde ensemble? Ouais, c'est une phrase un peu dure. C'est un constat qu'il faut faire compte tenu de la qualité qu'il avait dans le groupe et des objectifs qu'on n'a pas atteints. Ça paraît un peu dur parce que je pense que voilà, il était pleinement impliqué et il a essayé de mettre des choses en place et on jouait bien au football. Mais ouais, il y a eu des moments vraiment assez incroyables à Lorient, des petites réunions de crise, des choses comme ça, où le groupe, franchement, était pas non plus évident à gérer pour sa défense. Voilà, je pense que ça fait partie aussi de la construction d'un groupe. On voit beaucoup les matchs et le rendu sur le terrain, mais il y a aussi ça à créer. Et tout en ayant des bons gars, il y a une gestion de ça qui a été compliquée. Bon, je pense à Matteo Guendouzi, qui avait été mis 7-8 mois sur le côté, complètement légitimement. Donc je trouve que Michael Landreau avait eu raison et qu'il se retrouve meilleur joueur d'Arsenal en août l'été d'après. Il faisait partie de ces égos très durs à gérer et qui pouvaient te bouleverser un vestiaire. Je dis pas qu'il l'a fait à l'époque, mais c'est sûr que c'était des grosses auras de vestiaire qui auraient pu beaucoup plus aider que ça a été le cas. Et donc tu décides de ne pas prolonger donc à Lorient l'aventure à la fin de la saison 2019-2020. Pourquoi tu fais ce choix-là et comment c'est vécu par le club ? En 2019-2020, le club n'est pas du tout surpris parce que ça fait 3 ans avec Loïc Ferry que je veux partir en fait. Chaque année, moi mon but c'est de retrouver la Ligue 1. J'avais des opportunités à chaque fois, ou en tout cas c'est ce que j'espérais. Maintenant il y avait un contrat à respecter et c'est comme aujourd'hui je vois des Lorientais, je suis un des seuls je crois avec Vincent Le Goff à être resté jusqu'à la remontée. Tout le groupe, tout l'effectif a changé, toujours avec des bons gars, avec des très bons groupes, mais j'ai vu tout le groupe changer en 3-4 ans et moi je continue à entre guillemets procrastiner un peu en Ligue 2 parce qu'après j'ai pas non plus fait les différences qu'il fallait. Moi avec ma carrière je dis pas que je méritais autre chose. Il a fallu se battre en Ligue 2 mais c'est un championnat très compliqué où il est parfois très dur de briller et je suis très content d'être resté jusqu'au bout, jusqu'à ce titre. Voilà, très fier d'être reparti de ce club en le voyant en Ligue 1.
Mais c'est sûr que chaque année, c'était pas mon souhait de prolonger. J'ai vu les coachs arriver. Il y a eu Michael Landreau, il y a eu Christophe Pélissier, qui chaque été, forcément, vu le rôle que j'avais, me voulaient avec eux. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de partir. Bon, alors il paraît que tu as failli jouer en Angleterre. On m'a dit Arsenal, Bristol. Faut que tu nous racontes là. Non, Arsenal, c'est le genre d'articles qui sont faits quand tu as 19, 20 ans et que tu commences à briller. Je pense pas que c'était si concret que ça. Par contre, Bristol, en sortant de Lorient, sur mes 6 derniers mois à Lorient, j'avais échangé avec Bristol. J'avais eu de vrais échanges avec le coach qui était Johnson Lee à l'époque. Donc, qui me voulait vraiment, qui adorait mon profil. Il m'avait fait une vraie palette. Il refaisait le centre d'entraînement à Bristol qui était magnifique. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc nous, on a été champions avec Lorient, le championnat s'est arrêté. Et en Angleterre, en Championship, il leur restait 8 matchs à faire pour se qualifier en play-off. Et en fait, ils ont fait 8 matchs, 7 défaites. Et le coach a été viré. Donc c'était quasiment sûr, je devais signer à Bristol avant d'aller à Angers. Et du coup, ça s'est pas fait parce que forcément, nouveau coach qui prend pas les petits papiers de l'ancien. Et forcément, en tant que Français... Voilà, j'étais plus dans les contacts. Plus gros regret, j'imagine, non ? Ouais, regret. Après, encore une fois, ça fait partie de ma carrière. J'ai pas de regret parce que voilà, ça aurait pu se faire. C'est toujours un truc que j'ai voulu, même pendant Lorient. J'avais mangé avec le coach de Denver en MLS. J'avais envie, j'ai toujours eu envie de bouger, de découvrir autre chose, peut-être un autre championnat. Toujours été attiré par l'Espagne, donc on va y venir. Mais pareil, quand je fais ma grosse année à Angers en tant que piston, je voulais me rapprocher de l'Espagne avant que Lens se prononce. Mais j'ai toujours eu une envie d'ailleurs comme ça, et ouais, j'ai pas pu, mais je le regrette pas, c'est mon chemin de carrière. Alors c'est quoi ce club espagnol justement ? Parce que j'allais y venir, en juin 2022, donc tu signes pour 4 ans au RC Lens, et donc tu avais un club espagnol qui te voulait aussi à ce moment-là ? Alors j'ai signé à Angers du coup, et sur la deuxième année, je passe piston avec Baticle, et c'est vraiment là que j'ai vraiment un second souffle dans ce rôle où je m'épanouis et j'arrive vraiment à performer. Et là, c'est vrai que sur ces 6 mois, je brille, quoi. Je brille comme ça avait été rarement le cas sur mes années précédentes, ou en tout cas depuis 3, je pense, en Ligue 1. Donc du coup, je commençais à avoir des opportunités dans cette situation-là, et ouais, j'étais vraiment en train. J'avais pas un club en particulier. Je discutais beaucoup avec mon agent, avec différents contacts en Espagne. Mais il y a Flo Ghisolfi qui est venu me contacter très tôt, et dans cette situation-là, refuser le RC Lens, en plus avec les différents contacts que j'avais, donc Francaise que j'avais connu à Lorient en tant qu'adjoint de Ripoll, Flo Ghisolfi que j'avais eu en adjoint de Landreau, enfin voilà, il y avait pas mal de gens, et puis Bollard, le RC Lens, tout ce qu'on connaît, j'ai pas douté bien longtemps. Et justement, tu parlais de ton poste de piston, du fait que Baticle te mette à ce poste-là. C'est un poste où tu t'es épanoui, ça s'est vu. Pourtant, c'est un poste assez particulier dans lequel, forcément, justement, tu l'as encore dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on te reprochait, c'était Bernard Casoni, je crois que tu disais, qui te reprochait d'être bon offensivement. Mais piston, ça apporte aussi de l'expertise défensive. Comment tu t'es senti dans ce poste-là ? Bien, visiblement, vu tes stats et vu ta saison, mais c'est quand même pas évident de se retrouver là. Toi qui es un joueur plutôt offensif. Ouais, bien sûr. Moi au début, quand j'arrive en pro, je suis pur dribbleur. Donc on peut pas faire plus feu follet. Je suis plutôt physiquement, voilà, vous voyez bien, je suis pas un monstre. Ça c'est confirmé par la suite. Alors, quand on voit le développement des ischio-jambiers, c'est pas mal quand même là. La photo, elle est plutôt valorisante pour toi. Ouais, j'ai toujours été plutôt trapu, costaud en haut, mais en bas, je pense que avec l'expérience, j'aurais pu faire plus travailler. Je me suis pas forcément avec le foot, vu que tu as beaucoup d'entraînement. Moi, j'avais toujours eu beaucoup de volume, je courais beaucoup, donc j'en ai jamais fait plus, mais j'aurais peut-être dû, je sais pas. Mais après, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai été un pur dribbleur, j'étais un attaquant. Et après, avec les années, voilà, à Lorient, j'ai développé un peu cette science du jeu. J'ai un peu commencé à faire un peu plus le milieu de terrain, moins joueur de rupture. J'ai moins utilisé mes capacités de percussion, même si elles étaient toujours là et que j'ai toujours adoré ça. Et j'aime ce côté spectacle du foot que j'ai toujours eu. Mais c'est vrai qu'en tant que piston, et on me reprochait pendant ces années-là, peut-être même de pas savoir défendre. Ce qu'il y a, c'est que
quand t'es piston, t'es face au jeu. Donc quand tu défends, surtout en tant que piston, t'as beaucoup de 1 contre 1. Et moi, je suis très fort en 1 contre 1. C'est vraiment mes fortes caractéristiques. Et tu défends pas en étant... vous savez, quand vous êtes excentré et que vous devez revenir sur l'excentré adverse défendre, l'effort psychologiquement, c'est pas le même que quand vous êtes face au jeu en 1 contre 1. Et moi, forcément, il y avait des inquiétudes de ce côté-là. On se disait que sur les duels défensifs, ça allait être plus compliqué, mais j'ai pris un pied énorme à défendre aussi là-dedans, avec un côté un peu guerrier et chien que j'aime aussi avoir, et j'ai vraiment brillé de ce côté-là aussi. Du coup, Gérald Batic, c'est le bon coach pour les espoirs français ? Ouais, en tout cas, je suis ça de près, parce que Gérald Batic, moi, j'ai vraiment eu une relation particulière. Il m'a beaucoup pris dans le bureau pour échanger sur les aspects où je pouvais faire beaucoup plus mal, même sur des choses que je connaissais déjà très bien, comme ma capacité de dribble, etc. On regardait vraiment avec précision quel genre de geste, quel geste me rendait beaucoup plus efficace. Et Gérald Batic, c'est clair qu'il a ce relationnel avec les jeunes et cette manière de communiquer qui peut leur être vraiment grandement bénéfique. Pour terminer, Jimmy, ton meilleur souvenir dans cette carrière, c'est quoi ? C'est le titre de champion de Ligue 2, le premier avec les Stacks, peut-être en 2015, ou la qualif en Ligue des Champions avec le Racing Club de Lens, c'est quoi ? Ouais, en 1, mon année, l'année avec les Stacks, surtout sur ces fins où tous les matchs, c'était vraiment un régal. Et puis cette découverte du monde pro qui s'est vraiment fait vraiment, vraiment bien. Et après, oui, ces matchs à Bollaert, parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel par rapport à ce que j'avais pu connaître avant en termes de ferveur, même si c'était une période un peu délicate avec les pépins, ça reste des choses qu'en tant que footballeur qui étaient hors normes. Ouais. Et la Ligue des Champions, j'imagine, petit ou gros regret de ne pas avoir pu participer à cette aventure-là, parce qu'elle était sous tes yeux, quoi. Ouais, c'est ça, magnifique pour le club, magnifique d'avoir fait un petit bout de chemin avec cette équipe qui était exceptionnelle cette année-là. Mais ça m'a plus engendré de frustration que de réel plaisir, même si ça a été un kiff. Je suis allé dans le parcage avec les Lensois à Arsenal. C'était magnifique, c'était des bons moments, mais j'aurais préféré largement les vivre en tant que joueur, c'est clair. Jimmy, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de t'avoir dans RMC Mercato. Je t'oublie pas, le joueur le plus surcoté, surcoté, pardon, t'y as réfléchi ou pas ? On le fait hors antenne ou tu le fais maintenant ? Je t'avais dit qu'il te lâcherait pas. Putain, mais je vais me faire démonter si je dis des trucs comme ça. Donne un nom obscur, comme ça passera tout seul. Si t'avais pas dit que le pire stade c'était Niort, il t'aurait lâché avec ça. Ah ouais, grave. Si j'étais pas 3ème cette année à Marseille, j'aurais dit Eli Wahi, mais il va se reprendre, j'en suis sûr. Bon, Jimmy, merci beaucoup en tout cas. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On te suit sur les réseaux sociaux évidemment. D'ailleurs, tu étais également l'invité aussi du RMC Poker Challenge récemment, donc c'est une autre de tes passions dont tu nous as parlé. Bonne chance à toi, bon vent, et puis on te dit à très vite. Joris, merci. Merci Jérôme, merci Jimmy. On n'oublie pas de vous dire que RMC Mercato sera disponible en replay sur YouTube évidemment très vite. Et on se retrouve tous les jeudis à 13h en direct sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Salut à tous et bonne journée. Ciao.